Bonjour à tous, professionnels, représentants des usagers pour ce 6e 45 minutes de décryptage organisé en collaboration avec France Asso Santé Pays de la Loire pour un premier thème aujourd'hui, puisque vous savez qu'on a deux rendez-vous aujourd'hui, un à 13 heures et un à 17 heures, sur ce premier rendez-vous de 13 heures sur l'évaluation de la gestion des droits des patients. Alors, nous allons animer cette session à 4 voix. Chacun va pouvoir se présenter. Donc, pour France Asso Santé, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'expertise de Madame Claudine Chouanet. Madame Chouanet, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Claudine Chouanet, je suis représentante des usagers au titre de France Alzheimer Mayenne, dans le 53, et j'ai été désignée représentant des usagers au centre hospitalier de Laval. Je participe à la commission des usagers dont je suis présidente et représentant des usagers depuis le 1er janvier 2016. Merci beaucoup, Madame Chouanet. Vous pourrez réactiver votre caméra si vous le souhaitez. Alors, Amandine Allaire, je te laisse te présenter, Amandine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Amandine Allaire, je suis la coordinatrice de la délégation régionale France Asso Santé Pays de la Loire. Et pour Calirel Santé, donc Antoine Biron. Antoine, je pense que tu m'entends bien. Je t'entends, donc bonjour à tous et à toutes. Donc Antoine Biron, chargé de mission à KLRL Santé, notamment sur les sujets de certification HAS et des relations usagers professionnels. Et je serai derrière le chat, donc c'est moi qui reporterai vos questions aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas à utiliser le forum de discussion. Et moi-même, Noémie Terrien. Donc, vous êtes connectés, enfin, vous allez progressivement être connectés à plus de 70 participants. En fin de matinée, on comptabilisait 74 inscrits, parfois plusieurs derrière la caméra, et souvent en binôme entre représentants des usagers et professionnels des établissements de santé. Alors, pour ceux, juste quelques éléments de rappel, hein, pour ceux qui pour la première fois, participent à nos 45 minutes de décryptage. Donc, c'est un temps web qu'on propose en lien notamment avec la publication du référentiel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins par la Haute Autorité de Santé, pour lequel, au-delà du référentiel et du manuel, la Haute Autorité de Santé a publié un certain nombre de fiches pédagogiques qui permettent de mieux appréhender l'appropriation du référentiel de certification. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer 45 minutes ensemble pour décrypter une fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, vraiment dans un objectif de améliorer ou favoriser sa compréhension en matière d'appropriation et d'amélioration des pratiques professionnelles en établissement de santé. Donc, notre logique des 45 minutes est toujours la même. On repart avec une lecture ensemble de cette fiche en abordant les enjeux décrits dans la fiche pédagogique, les principales données en notre possession, les attendus de la certification et du référentiel par rapport à la thématique et les points clés qui nécessitent une attention particulière, notamment lors des évaluations. Et puis, on complète cette fiche pédagogique des ressources qui peuvent vous être mises à disposition. Donc là, en l'occurrence, pour cette fiche pédagogique, il y aura une double lecture, une double contribution, puisque nous aurons la clé de lecture complémentaire de France Asso Santé Pays de la Loire et les ressources aussi à disposition en complément de Calirel Santé. Donc, juste quelques éléments de rappel, hein, comme Antoine vous le précisait, vous avez vos micros coupés. L'idée, c'est quand même de pouvoir capitaliser sur les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il y aura une foire aux questions qui sera élaborée dans les suites du webinaire avec le replay de la session accessible sur notre page Internet. Donc, voilà, donc c'est parti pour 45 minutes ensemble. Donc, comme vous le savez, les établissements de santé et leurs professionnels doivent garantir à toute personne hospitalisée le respect de ses droits essentiels tels qu'ils sont affirmés dans la loi et notamment une loi socle. On est presque à 20 ans. Alors, je pense que Madame Chouanet et Amandine nous en parleront. On est à 20 ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et un certain nombre de réglementations s'en ont suivi. Alors, quand on regarde le référentiel de certification, il aborde deux composantes de ces droits. D'une part, l'information et l'implication du patient et d'autre part, le respect du patient.
Donc, derrière l'information et l'implication du patient, on va y retrouver les éléments en lien avec l'information, bien évidemment, la question du consentement, les implications dans sa prise en charge, la question des directives anticipées et la place et la mobilisation des proches ou des aidants. Sur la dimension du respect du patient, on va y retrouver les éléments en lien avec la dignité, l'intimité et la confidentialité, la liberté d'aller et venir et la bientraitance. Alors, à noter que le sujet des situations de maltraitance est géré par ailleurs dans la fiche thématique sur la gestion des risques et des vigilances. Donc, cette fiche pédagogique, elle aborde vraiment ces deux socles, l'information et l'implication du patient et le respect du patient. Alors, les enjeux qui sont nationaux, qui sont prônés par la Haute Autorité de Santé, sont de positionner le patient en acteur de sa prise en charge, en mettant à sa disposition une information complète et claire, le respect des droits fondamentaux des patients, et enfin, l'acculturation des équipes de soins aux notions plus émergentes que sont les directives anticipées ou encore la promotion de la bientraitance. Alors, Madame Chouanet, depuis près de 20 ans, comme on le disait, ces droits fondamentaux et le respect de la personne hospitalisée, ils sont réaffirmés de façon quand même assez régulière, et notamment par les associations de patients et par le législateur. La place et le rôle du patient, elle est désormais identifiée comme reconnue dans cet objectif d'amélioration de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de sa prise en charge. De votre point de vue, quelles sont actuellement les données à notre disposition pour mieux comprendre la thématique de la gestion des droits des patients? Alors, je pense Nous Madame avons un voilà. rapport de 2020 de Santé Info Droit qui indique que près de 23% des sollicitations des usagers concernent une problématique en lien avec le droit à l'information, et ceci suivi par des questions au consentement de la liberté de choix pour 16%. Donc, c'est quand même des taux relativement importants. Fin 2020, toujours 18 ans tout de même après la loi du 4 mars 2002, une enquête flash a été réalisée toujours par Santé Info Droit et des usagers ont été interrogés. Ils pensent que tout professionnel de santé, à hauteur de 85%, donc ils pensent que tout professionnel de santé doit délivrer au patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les traitements et les autres solutions possibles. Mais seulement 20% pensent que ces principes sont appliqués, ce qui donne à réfléchir un petit peu. En 2020, toujours, plus de 12% des sollicitations reçues à Santé Info Droit concernent le fonctionnement administratif des établissements de santé, avec de nombreuses questions sur les facturations. Et 70% des répondants à l'enquête flash indiquant la même année ne pas être suffisamment informés par leur médecin du coût des soins ainsi que du niveau de prise en charge par leur régime de sécurité sociale. Des améliorations sont à faire concernant l'information et l'accompagnement des usagers dans la désignation d'une personne de confiance, comme dans la rédaction des directives anticipées. Sur 202 personnes interrogées en 2020, 80% avaient connu une hospitalisation au cours des 10 dernières années. Or, la moitié indique avoir désigné une personne de confiance, mais seulement 8% ont rédigé des directives anticipées. Voilà des données qui sont, non pas à méditer, mais qui sont intéressantes à reprendre et à réfléchir. Tout à fait, et d'ailleurs, elles sont particulièrement éclairantes pour mieux comprendre les attendus qu'on peut lire au décours du référentiel de certification. Parce que c'est vrai que cette fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, c'est l'une des fiches pédagogiques qui rassemble le plus de critères attendus. On en dénombre 18 au total, dont 15 qui sont directement en lien avec l'intégration des droits des patients dans les pratiques des soignants.
Donc, c'est vrai que près de 20 ans après la loi de mars 2002, on voit l'état d'avancement où les questions d'organisation au niveau de l'établissement sont dépassées. Et il est attendu de la part de la Haute Autorité de Santé que ce soit intégré dans les pratiques des soignants. Sur 2 niveaux, la question de l'information et de l'implication des patients et le niveau des respects des droits des patients. Donc, quand on regarde plus spécifiquement l'ensemble de ces critères, on a 2 critères qui sont dits impératifs. Alors, impératif, cela veut dire qu'il s'agit des standards à atteindre en dessous duquel la Haute Autorité de Santé considère que ce n'est pas acceptable. Donc, ces critères impératifs sont le recueil du consentement libre et éclairé du patient sur son projet de soins et ses modalités de prise en charge, et le respect de l'intimité et de la dignité du patient. Parmi ces 18 critères, on a 12 critères qui sont dits standards. Ce sont les attendus, on va dire, classiques du référentiel, sur lesquels il va être regardé la dynamique d'appropriation par les professionnels. Donc, ces critères, au nombre de 12, vont à la fois s'intéresser au pilotage en termes de sensibilisation, de promotion et de facilitation de l'accès à la question des droits des patients. On va avoir des critères qui vont être plus sur la mise en œuvre réelle par les professionnels de santé, et puis des critères en lien notamment avec les indicateurs qualité-sécurité des soins, spécifiquement, et on va en reparler tout à l'heure, sur la lettre de sortie et le questionnaire ISATIS. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette nouvelle modalité de certification, c'est qu'une grande partie des critères, on peut le voir, ils sont directement liés à la réalité de mise en œuvre. Donc, ces éléments, ils vont être investigués par la Haute Autorité de Santé lors des visites de certification sous 2 grands aspects. Le premier aspect, c'est qu'on va avoir une investigation propre à la thématique de la gestion des droits des patients, qui va mobiliser des méthodologies type patient-traceur et des phases d'observation. Sur les aspects d'implication institutionnelle et des représentants d'usagers, c'est l'audit système, c'est-à-dire une rencontre lors d'un entretien organisé qui va apprécier les éléments de pilotage. Mais c'est une thématique qui va être majoritairement investiguée, notamment au travers des patients traceurs et des phases d'observation. Ce qui va être complémentaire à la thématique, c'est que de façon systématique, lors des autres thématiques investiguées par la Haute Autorité de Santé, sur, par exemple, l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, ou encore le risque infectieux, ou sur des thématiques plus ciblées sur des populations telles que l'enfant et l'adolescent, ou encore la personne âgée, on va avoir cette thématique qui va être investiguée aussi au travers des autres méthodes d'évaluation. Et on va retrouver la thématique de la gestion des droits des patients sur l'ensemble des traceurs qui vont être identifiés, les traceurs ciblés, qui vont être mobilisés par la Haute Autorité de Santé. Ce qui veut dire que même si on a un grand nombre de critères, 18 critères, qui sont spécifiquement associés à la thématique de la gestion des droits des patients, c'est une thématique transversale au décours du référentiel qui va être regardée sur tous les aspects. Alors, sur cette fiche pédagogique, plus spécifiquement, on a 2 grandes composantes qui sont un petit peu plus, enfin, pour laquelle la Haute Autorité de Santé insiste, la question de l'information et les 4 aspects des droits des patients. Alors, nous allons conjointement avec Madame Chouanet vous présenter les attendus pour chacune de ces composantes. Alors, tout d'abord, sur le volet de l'information du patient sur l'évaluation bénéfice-risque ou l'information au sens large, il est attendu que l'information du patient au sens large, elle soit associée à l'ensemble de son séjour, de son état de santé jusqu'à la préparation à la sortie, en intégrant les actions de prévention, les alternatives éventuelles et l'ensemble des droits essentiels, et notamment, on le verra un peu plus tard, la mobilisation des représentants d'usagers et l'expression de la satisfaction. Alors, spécifiquement sur le sujet de l'information, la HAS indique qu'il s'agit de l'information au sens large et que les spécificités liées à l'enfant, l'adolescent, la personne âgée, la personne en situation de handicap ou en situation de précarité font l'objet de fiches thématiques bien spécifiques. Cette information, quelle que soit la personne concernée, elle doit être
accessible, c'est-à-dire qu'on doit porter une attention à l'état de santé de la personne, aux éléments de compréhension de la personne. Elle doit être accessible, intelligible, éloignable et adaptée à la personne concernée en termes d'âge, de compréhension, de maîtrise de la langue française et de gravité de la situation clinique. Il va être porté aussi une attention particulière sur l'implication dans l'évaluation bénéfice-risque des décisions dans la mesure où le patient le souhaite. C'est-à-dire que chaque patient doit pouvoir, s'il le souhaite, s'impliquer dans l'évaluation bénéfice-risque des décisions qui le concernent. Dans le cadre plus spécifiquement de la préparation à sa sortie, le patient il doit avoir l'ensemble des informations nécessaires pour la continuité de ses soins, c'est-à-dire les prescriptions remises et adressées à son médecin traitant, les équipements et le matériel nécessaires qui peuvent lui être confiés ou prescrits en s'assurant de la possibilité d'accès à ce matériel, et bien entendu, Madame Chouanet, la lettre de liaison pour assurer la continuité des soins. Oui, alors on a fait un petit zoom sur la lettre de liaison parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être reprises. Mais oui, il me semble que cette lettre, elle joue un rôle important dans la fluidité du parcours de soins parce qu'elle apporte en principe toutes les informations qui sont nécessaires pour la continuité des soins et pour éviter à la fois des retards de prise en charge, une meilleure connaissance de celui qui se prendra la suite du parcours de soins et lever des incompréhensions, peut-être éviter des examens qui deviennent inutiles s'ils ont déjà été réalisés, mais non connus par le nouveau praticien. Donc la lettre de liaison, c'est celle à la fois du médecin de ville ou du médecin traitant près du praticien hospitalier vers qui il envoie son patient, mais c'est aussi la lettre, et c'est surtout à celle-ci qu'on pense, à la lettre de sortie qui doit être remise en principe au patient à sa sortie avec toutes les indications concernant les soins qui ont pu être prodigués et surtout sur la suite du traitement à suivre. Et le patient, normalement, doit avoir connaissance, sauf son avis tout à fait opposé ou c'est sa volonté de ne pas connaître ce qu'il y a dedans, normalement, il doit avoir accès aux informations. Aujourd'hui, bon, entre parenthèses, elles peuvent être effectivement dématérialisées et transmises par des liaisons qui sont protégées. L'autre effet positif de cette lettre que moi je souhaitais ajouter, c'est qu'elle peut faciliter une meilleure coopération, plus de confiance entre les différents praticiens de ville et des praticiens hospitaliers. Et c'est un facteur en ce sens de l'amélioration de la coordination ville-hôpital qui est trop souvent pointé comme un point faible de la qualité des soins. Donc voilà pourquoi je souhaitais parler un peu de cette fiche de liaison. Et puis, il faudrait ajouter aussi que parmi toutes ces informations qui sont assez importantes et que peut-être le patient, quand il arrive, il ne connaît pas, les représentants des usagers peuvent aussi apporter ces compléments d'information, être à la disposition des patients, des familles, pour apporter ces différentes informations. Bon, c'est aussi quelquefois à réfléchir aussi à l'instinct des structures, si la publication, enfin, si la connaissance des représentants des usagers est suffisamment développée au sein de la structure et si elle est bien à disposition des différents patients qui arrivent. Voilà ce que je pouvais préciser sur la lettre de liaison et l'accès à l'information au sein de l'hôpital aussi par les représentants des usagers. Merci. Alors, c'est vrai qu'au-delà de l'information du patient associé à son séjour, le volet information, et vous l'avez très bien dit, Madame Chouanet, il comprend les droits essentiels garantis à la personne hospitalisée et la manière dont l'établissement facilite la place des représentants des usagers et des associations et bénévoles qui vont intervenir dans plusieurs champs tels que l'information, l'accueil, l'entraide, le soutien des personnes concernées, la formation des malades, des patients, des familles et des professionnels, l'information et tout le volet autour de l'éducation thérapeutique,
l'accompagnement et l'accès aux soins et aux droits des patients. Et au travers de ces éléments où l'information sur les droits essentiels garantis à la personne hospitalisée, ces modalités d'expression et de recueil de la satisfaction vont aussi permettre de pouvoir questionner ces éléments. Et ce sont un point d'attention particulier et très transversal aux attendus de la Haute Autorité de Santé. On avait d'ailleurs, dans 2 précédents 45 minutes de décryptage, zoomé spécifiquement sur le sujet de l'expression et du recueil de l'expérience et de la satisfaction des patients, que vous pouvez retrouver sur notre site et en replay. Par ailleurs, on a aussi la charte du patient hospitalisé, dont la dernière version date de 2006, qui est attendue être affichée au sein des services et les éléments intégrés dans le livret d'accueil du patient. Alors, de votre point de vue, Madame Chouanet, quels sont les points d'attention que vous souhaiteriez partager au-delà de la question de l'information au sens transversal? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous semblent essentiels à pouvoir partager entre représentants d'usagers et professionnels et à l'attention du respect des droits des patients? Il est peut-être opportun de rappeler aussi qu'il y a d'autres accompagnements possibles près du patient, tant pour son information, comme on l'a tout à l'heure évoqué, mais aussi pour son soutien. Soutien du malade, soutien du patient, soutien de la famille, des aidants dont on parle beaucoup aujourd'hui. S'ils ne relèvent pas expressément du soin, du moins ils concourent à un soutien important et positif auprès du patient et auprès de ses proches. Et ce soutien peut favoriser et être grandement bénéfique par rapport à l'évolution de l'accompagnement et de la personne dans son parcours important de soins. Alors là, en citant ça, je veux parler bien sûr du rôle aussi des associations de patients, des associations de malades et des associations de malades et de leurs aidants qui interviennent à la fois dans l'établissement de santé, mais aussi, ils peuvent aussi intervenir à dehors. Alors, il reste sans doute à développer une véritable connaissance mutuelle, à la fois par les professionnels, mais aussi au niveau des associations près de ce que se fait au sein des hôpitaux, pour une reconnaissance, pour une véritable complémentarité qui se doit d'être harmonieuse et complémentaire. Ça, dans l'intérêt même du malade, de sa famille, et ça se construit. Moi, il me semble que ça se construit ensemble, et il y a sûrement des efforts à faire, de grandes marges de progrès en ce sens, parce qu'on découvre trop souvent, et peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent auront des choses à dire sur la méconnaissance qu'il peut y avoir quelquefois au sein des services par rapport au rôle des associations qui ne sauraient se substituer. Je rappelle que les accompagnements qui peuvent être faits, les actions qui peuvent être menées par ces différentes associations ne sont que complémentaires. Elles ne s'inscrivent pas dans un parcours de soins en tant que tel, mais elles apportent des éléments totalement bénéfiques. Je voudrais aussi ajouter par rapport à, là plus sur les modalités, bien sûr tout cela est assez bref et on survole, mais sur les modalités de recueil de santé, j'aimerais insister un peu sur les interrogations que l'on doit avoir aujourd'hui sur le développement des outils numériques, que des recueils, par exemple, de satisfaction qui se font par Internet, on écarte et on met à l'écart beaucoup de personnes qui n'utilisent pas, qui n'ont pas les outils ou qui ne peuvent pas les utiliser ou ne savent pas, soit par leur fragilité, soit par leur âge, soit par leur précarité, et on écarte un très grand nombre de personnes de pouvoir s'exprimer et permettre de faire part de de pouvoir entendre leurs sentiments sur ce qu'ils ont vécu, sur leurs ressentis, et d'avoir ces éléments. Donc, j'aimerais que, bon, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on en parle, on commence à
se rendre compte de la difficulté que représentent les personnes qui sont écartées des outils numériques, mais même dans le parcours de soins, je crois que c'est une donnée à laquelle on doit réfléchir aussi, et notamment dans le modalité d'expression et du recueil de satisfaction des patients. Voilà ce que je souhaitais pouvoir dire rapidement, peut-être. Merci, Madame Chouanet. Et vous avez souligné en fait ces deux questions essentielles qui vont être particulièrement regardées. C'est quel est le rôle et le contact des représentants des usagers et ou des associations de patients bénévoles qui interviennent dans l'établissement en nom et qui peuvent intervenir dans divers champs. Et l'autre point, c'est quelles sont les modalités d'expression et de recueil de la satisfaction des patients. Satisfaction, expérience des patients, et au-delà en fait du questionnaire ISATIS qui peut être mobilisé. Donc c'est vraiment deux aspects qui seront particulièrement regardés par la Haute Autorité de Santé. Alors pour poursuivre sur le deuxième socle des attendus cités au sein de cette fiche pédagogique, la Haute Autorité de Santé décline 4 aspects du respect des droits des patients. D'une part, la dignité, ce qui correspond à l'intégrité de la personne, à son intimité, à la réponse à ses besoins élémentaires et à la sécurité des biens et des personnes. Derrière la dignité, enfin derrière le respect de la dignité, une attention particulière sera observée sur la tenue du patient et notamment son adéquation avec le respect de sa dignité, notamment dans les zones de circulation, les couloirs ou les zones d'attente, ou encore les blouses pour les blocs opératoires. Le deuxième aspect, ce sera l'équipement et la propreté des locaux, entendu notamment sur les aspects d'isolement lors des soins et des toilettes, l'équipement autour des sanitaires, la question des portes fermées, l'utilisation de paravents dans les chambres doubles, etc. Un autre aspect autour de la dignité, c'est le respect des besoins fondamentaux d'hygiène, en particulier autour des sanitaires en nombre suffisant, l'organisation des toilettes qui est adaptée, un accompagnement aux toilettes quand cela est nécessaire, la question de l'hydratation, etc., et y compris lors des pics d'activité ou bien la nuit. On a aussi, derrière la dignité, au-delà des éléments, on va dire, organisationnels et techniques, tenue du patient, les équipements, l'organisation autour des besoins fondamentaux d'hygiène, sera aussi portée une attention particulière sur la posture de communication avec le patient, quel que soit le professionnel concerné, et sur les solutions, notamment de sécurisation des objets personnels. Tout ça entendu dans l'intégrité de la personne, de son intimité et de ses biens, notamment pour la réponse à ses besoins élémentaires et à la sécurité des biens et des personnes. Alors ça, ce sont des éléments, des aspects du respect des droits des patients sur le volet dignité qui sont attendus par la Haute Autorité de Santé. Madame Chouanet, est-ce que vous avez des points d'attention sur le sujet de la dignité que vous souhaitiez nous partager ? Le sujet de la dignité, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et je voudrais souligner qu'il suffit de regarder les lettres de réclamation, de plainte des patients pour voir la multitude de situations que cela peut recouvrir et combien on doit être vigilant sur toutes ces situations qui sont sur le vécu au quotidien. Ce sont des situations extrêmement concrètes et qui peuvent passer totalement inaperçues, qui sont capitales pour les personnes qui sont, enfin pour le patient et pour le malade. Il ne faut pas oublier que les personnes malades, le patient, il est fragilisé par sa situation. N'importe qui d'entre nous qui se retrouve hospitalisé sait de quoi il retourne. On n'est plus tout à fait identique. Alors quand en plus s'y ajoute d'autres problématiques, quand s'y ajoute la douleur, il y a une plus grande perméabilité à tout ce qui se passe autour. De toute façon, le respect de la personne, c'est un principe fondamental sur lequel, ce n'est pas une option, c'est un devoir de respect de la personne. Mais les effets sont encore plus nocifs si la personne est fragilisée
Et c'est déterminant. Il ne faut pas oublier non plus que non seulement on a l'atteinte à ces droits, mais c'est aussi, me semble-t-il, très déterminant par rapport à la manière dont la personne va pouvoir après appréhender les soins et comment elle va se préparer pour même lutter et affronter la maladie, la pathologie ou l'accident pour lequel elle a été hospitalisée. Donc la dignité, le respect de la dignité, c'est sur, bon, quand on parle de la tenue du patient, on a tous en tête des situations de la personne que l'on retrouve dans un couloir qui est dévêtue, qui peut avoir froid, mais on n'a aucun respect de son corps. Les locaux, au moment des toilettes, on laisse les personnes sans sonner assez longtemps et après, on retrouve des personnes qui sont souillées. Tout ça, c'est une atteinte profonde et sur laquelle on doit être vigilant là. Bien sûr, le respect des droits, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien pris en compte, mais on sait aussi quel est le contexte difficile. Et c'est donc une réflexion qu'on doit mener et travailler ensemble en collaboration. Je pense aux représentants des usagers, on a beaucoup à travailler avec les professionnels pour réfléchir sur les améliorations et rechercher quelles peuvent être les causes, parce qu'elles peuvent être très différentes. Elles peuvent être ponctuelles, mais elles peuvent être aussi liées à l'organisation. Donc, c'est un travail de construction et de réflexion en commun avec les professionnels de santé. Donc oui, la dignité, un droit essentiel à respecter, mais pas le seul. Effectivement, vous avez raison, pas le seul. Le deuxième aspect du respect des droits, particulièrement, il y a une attention particulière qui est portée par la Haute Autorité de Santé, c'est le respect du droit à la vie privée. Alors, à la fois sur les aspects de conformité au règlement général de protection des données, notamment les protections des données à caractère personnel, la vie privée en lien avec les informations à caractère médical qui sont confiées à l'ensemble de l'équipe de soins et qui peuvent être sur information et non-opposition du patient auprès des autres professionnels qui vont intervenir dans son parcours de soins. Et une attention particulière sur le fait qu'aucune donnée médicale doit pouvoir être accessible, notamment dans les couloirs et dans les chambres. La vie privée, c'est aussi la possibilité pour le patient de pouvoir bénéficier des visiteurs de son choix, de pouvoir avoir l'assurance de la confidentialité de son courrier, de ses appels téléphoniques et des entretiens qu'il peut avoir, des entretiens médicaux qu'il peut avoir avec les équipes de soins. C'est aussi le respect des croyances et des convictions et des choix de vie. Et la possibilité de pouvoir se voir proposer l'assistance sociale si cela est nécessaire. Et effectivement, le rôle et la place du représentant d'usagers, c'est aussi de pouvoir, à l'échelle institutionnelle, pouvoir contribuer au fait que l'établissement veille au respect de ses droits et soit dans la promotion d'une relation d'aide et de soutien par cette gouvernance d'établissement. Donc, de la même façon, donc on avait un droit fondamental sur la dignité, on a un deuxième droit sur la vie privée. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous souhaitiez nous partager ? Oui, beaucoup on ne va pas reprendre chacun des points. Peut-être insister que ça ne concerne pas toutes ces données sur la vie privée, sur respect des droits, concerne bien sûr les professionnels du soin, mais pas seulement, c'est l'ensemble des professionnels, mais aussi de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui interviennent, qui peuvent intervenir à un moment ou à un autre dans les services, soit par leur activité ou par les actions qu'elles peuvent y mener. Et elles sont tenues à ce même respect des droits. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas négliger et rappeler constamment. Bon, être vigilant aussi, bien sûr, sur certaines négligences que l'on peut constater parfois dans les propos qui sont tenus sans tenir compte des personnes qui sont autour.
c'est aussi des documents qui peuvent rester dans un couloir où chacun peut accéder. Donc ça, c'est important de rappeler, de rester vigilant et je rappelle toutes les personnes qui interviennent, y compris les représentants d'usagers. Alors, un des troisièmes aspects apportés par la Haute Autorité de Santé, vous l'avez aussi un peu abordé, c'est les questions de liberté d'aller et venir. À la fois dans le cadre de la possibilité pour tout patient de pouvoir quitter l'établissement, tout en ayant pouvoir bénéficier d'une attestation de connaissance des dangers, hein, le cas échéant, et d'avoir notamment le libre choix de l'établissement de sortie, sous couvert que l'établissement de sortie réponde à ses besoins de santé. Sur les libertés d'aller et venir, on a une attente, la HAS a une attente particulière sur le recours à la contention mécanique, qui rappelle que c'est une décision médicale qui doit être prise sur les éléments cliniques issus d'un examen médical, motivé au sein du dossier du patient, qui fait l'objet d'une prescription, hein, avec le type de contention, la durée, les modalités de surveillance et de réévaluation. Et dans sa fiche pédagogique, la Haute Autorité de Santé précise que les barrières de lit ou les harnais sont des moyens de contention, mais dont la réévaluation peut être adaptée en fonction de la personne qui bénéficie de la contention. Dans tous les cas, elle est très claire sur la question de l'information, encore une fois, claire et explicite, qui doit être fournie auprès du patient et tracée dans le dossier, en dehors, bien entendu, des soins spécifiques sans consentement. Elle rappelle aussi dans sa fiche pédagogique, car ça ne va pas concerner tous les établissements présents aujourd'hui, mais que les dispositions identiques, elles doivent être identiques aux personnes détenues. Entendu que ces droits, le respect des droits fondamentaux, quelle que soit la personne, est applicable, y compris pour les détenus, et bien entendu hors réglementation pénitentiaire applicable pour la sécurité. Alors, on a deux aspects hein, sur les libertés d'aller et venir. On a à la fois la question de la libre circulation et puis des points plus particuliers sur la prise en charge et notamment la question des contentions mécaniques. Aviez-vous quelques éléments à nous partager sur ces aspects? C'est que la restriction du droit de la liberté d'aller et venir, elle ne devrait pas résulter de seules raisons de manque de moyens, d'insuffisance de personnel ou de formation de personnel. Elle doit répondre à des contraintes bien définies. Alors évidemment, on est un peu malvenu peut-être dans la période que l'on vient de vivre en 2020 et puis qui malheureusement semble se poursuivre. Mais c'est aussi peut-être un focus important que l'on a et qui nous permet de reprendre tout ce qui a pu être vécu, parce que là sont ressortis beaucoup de plaintes, de réclamations par rapport à l'atteinte à ce droit de liberté d'aller et venir toute l'année. Donc c'est aussi un moyen important de travail et de réflexion que l'on peut mener après, à partir de ces différents constats. Les deux points qui me paraissent un peu essentiels et qui ressortaient, c'est que cette atteinte, elle peut elle est nécessaire dans certains éléments de contraintes bien définies ou de sécurité sanitaire. Mais elle doit toujours pouvoir être véritablement réfléchie. Elle ne peut pas sortir de la volonté d'une seule personne. Elle doit être prise de manière collégiale, avec un minimum d'adhésion des personnes qui sont concernées sur les restrictions et que tous les aspects doivent être vus. Ça, c'est sans doute une difficulté, mais il n'y aura pas, on peut guère s'en sortir, ou indépendamment, bien sûr, des dispositions particulières liées dans les établissements en psychiatrie, par exemple, où il y a une réglementation aussi spécifique, ou bien effectivement lorsqu'il y a un détenu, là on est dans des situations exceptionnelles et tout à fait dérogatoires. Mais on retrouve soit dans les
parler de la contention ou des barrières de lit, ce sont des faits qui peuvent être facilement mis en œuvre, alors que l'on doit toujours rappeler que ce n'est pas une décision prise par une seule personne, que d'abord c'est une décision médicale, mais qu'elle doit être soumise à à une réflexion commune sur la nécessité et de voir si on ne peut pas éviter de l'utiliser par d'autres moyens. Chacun sait, par exemple, que la barrière de lit, dans certains cas, il suffirait de baisser, bon, c'est pas applicable à toutes les situations, mais de baisser un peu le lit très bas, de sorte que si la personne veut vraiment partir, quand elle a envie de partir, je pense aux personnes qui ont des troubles cognitifs, quelquefois qui veulent absolument partir. Si elles veulent partir, vous ne les empêcherez pas, même barrière ou pas barrière. Donc, moins elles ont de hauteur, plus il sera facile pour elles de partir sans trop de risques. Donc, je pense qu'on a des éléments de réflexion qui nous permettent de prendre du recul et d'y réfléchir à partir peut-être des exemples de cette année 2020 où on a beaucoup de réactions, de propositions et de réflexions qui ont été menées. Et voilà un élément de travail et de réflexion que les représentants des usagers peuvent entamer aussi dans le cadre de leur activité au sein de l'hôpital ou d'établissements de santé. Et vous effleurez le quatrième aspect du respect des droits qui, à Quelle Santé, nous est particulièrement cher, puisque c'est un sujet qui nous semble nous permettre, qui rassemble et qui permet de pouvoir ouvrir le questionnement sur les pratiques et les organisations. C'est la thématique de la bientraitance qui permet d'avoir une approche à la fois préventive autour de situations de maltraitance, qui amène une participation des personnes au projet de soins qui les concerne et qui prône des valeurs fortes autour du respect de la personne humaine et de sa dignité. Alors, il y a quelques années, ceux qui ont connu les précédentes versions de certification, en 2010, la thématique de la bientraitance était une thématique d'impulsion de la Haute Autorité de Santé. On voit qu'elle intègre un des 4 aspects fondamentaux du respect des droits des patients et qu'elle est devenue une attente standard de la HAS. Et là, la Haute Autorité de Santé va particulièrement regarder ce que vous évoquiez, Madame Chouanet, la question de comment on donne des espaces pour faire que la bientraitance puisse vivre à la fois auprès des patients, auprès des professionnels, et qu'elle permette aussi de réfléchir sur l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques, d'être sensibilisé, de pouvoir se former, de s'approprier des outils, notamment qui permettent le signalement et la prise en charge des situations de maltraitance, mais aussi qui permettent d'ouvrir des espaces de parole dédiés sur des situations qui peuvent poser question du point de vue des professionnels, mais aussi du point de vue des patients et de leurs représentants, avec ce que vous avez évoqué, la prise en compte des personnes les plus vulnérables. Et la Haute Autorité de Santé avait publié en 2012 un guide à destination des établissements de santé et en EHPAD qui permettait de pouvoir avoir un panel de ressources et d'outils pour être dans une démarche de promotion de la bientraitance. Et elle rassemble bien entendu les 3 autres aspects que vous avez pu évoquer sur le respect des droits des patients. Oh, sur la bientraitance, il y a plus de choses à ajouter. Elle recouvre effectivement toutes les notions et elle doit être inscrite dans les chaînes de chacun. Je ne crois pas trahir quelque chose en disant qu'au sein du centre hospitalier, on se dit que ce doit être une valeur de l'établissement, mais même peut-être aller au-delà de la bientraitance et de la bienveillance. C'est-à-dire qu'à chaque instant, la personne doit être reconnue. Alors, on sait les obstacles aujourd'hui. C'est pour ça que c'est jamais acquis, c'est toujours quelque chose qui est en devenir et qu'il faut rappeler. L'espace des paroles dédiées, certainement, est quelque chose qui est à développer, qui a peut-être pu se perdre pour des raisons que l'on connaît, les difficultés rencontrées au niveau des effectifs et de temps, mais vraisemblablement, ça ne serait pas du temps perdu. Je pense que le plus de
le fait de pouvoir exprimer, de pouvoir prendre du recul par rapport aux situations. Et sans jugement, il s'agit de comprendre pour mieux lutter. Mais la bientraitance, elle doit être là, inscrite, et elle est déterminante, enfin, pour que nos hôpitaux retrouvent l'éclat et de ce qu'ils n'ont sans doute pas perdu, mais où on sent qu'il y a quand même en ce moment des tensions et plus de difficultés. Mais il faut redonner confiance et espoir, parce que moi, je crois beaucoup beaucoup confiance au niveau des personnes et la valeur des personnes qui travaillent, qui nous apportent aussi bien souvent elles-mêmes des éclairages et elles-mêmes des aides et des solutions à trouver et à rechercher. Et donc là, les représentants d'usagers, on a un gros travail aussi d'accompagnement, de réflexion, d'apport d'idées. On n'a pas la science infuse, mais on doit être toujours là pour rappeler, même quand c'est difficile, que cette notion-là doit perdurer. Elle est essentielle. Et c'est probablement la jonction, vous faites une très belle jonction entre aller encore plus dans le partenariat et la co-construction entre patients et professionnels, qui sera la thématique de 17h sur l'engagement des patients. On verra qu'il y a une certaine continuité entre la gestion des droits des patients et l'engagement des patients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité avoir 2 45 minutes sur le même jour, puisque ça nous semblait complètement cohérent. Alors, on arrive presque au terme des 45 minutes, mais on va quand même prendre le temps de pouvoir vous présenter les ressources qui sont à votre disposition. Et je vais laisser tout de suite la parole à Amandine Allaire pour présenter voilà, les ressources qui sont à votre disposition et qui peuvent vous permettre d'avancer sur le sujet. Alors, on vous a mis effectivement sur cette slide les principales ressources en lien avec la thématique de ce webinaire. Je vous invite vraiment à prendre connaissance du rapport de l'Observatoire de France Asso Santé. Donc, c'est un rapport qui est publié annuellement et qui se base sur les appels, les emails, les sollicitations reçues par notre équipe de juristes Santé Info Droit. Donc là, Madame Chouanet vous a présenté quelques chiffres qui sont très évocateurs sur l'année 2020. Mais voilà, c'est riche d'enseignements. L'an dernier, on avait 8600 sollicitations qui nous ont permis justement donc d'étayer la vision sur l'effectivité des droits des malades en France. Je vous ai mis aussi quelques fiches pratiques Santé Info Droit. On en a une centaine en ligne sur notre site internet. Dont un tiers qui correspond aux droits des malades. Donc, ce sont des fiches qui sont réactualisées régulièrement en fonction des évolutions juridiques et législatives. Donc là, vous retrouvez des thèmes qui ont pu être évoqués aujourd'hui. À chaque fois, les fiches définissent les différents concepts en lien avec le thème de la fiche. Elles expliquent de manière très concrète le fonctionnement de l'exercice du droit concerné et puis renvoient toujours vers les textes de référence. Donc, très utile aussi à la fois pour les professionnels et les représentants des usagers qui peuvent siéger dans les établissements de santé. Et je précise, au-delà de ces ressources, on a aussi bien entendu services formation, des groupes d'échange destinés aux représentants des usagers. Et donc, on aura aussi une formation dédiée à la qualité dans les établissements de santé qui sera programmée au premier semestre 2022. Voilà. Merci Amandine, et c'est très important de souligner que ces fiches, elles sont à destination initialement des représentants d'usagers, mais qu'elles peuvent largement pouvoir être utiles pour les professionnels. C'est des fiches qui sont vraiment très très bien faites et qui sont accessibles, donc même en termes de communication et d'appropriation, elles sont vraiment très très bien faites. Alors, en parallèle, ou en complément plutôt, Amandine, des ressources de France Asso Santé, alors, il y a pas mal de ressources que je vais vous présenter pour lesquelles on a souvent échangé et collaboré avec les représentants d'usagers d'une part et quelquefois avec les représentants de France Asso Santé. Il y a plusieurs ressources qui ont été citées pour quelques-unes autour de la promotion de la bientraitance notamment. Le guide que je vous ai cité, il est accessible sur notre site internet avec les outils et ressources autour de la promotion de la bientraitance qui ont été complétés au fur et à mesure des années, notamment sur un escape game qui a été réalisé, qui s'adresse plutôt autour de la promotion de la bientraitance auprès de la personne âgée, mais qui est très
très parlant, quelles que soient les personnes accompagnées. Vous pouvez aussi mobiliser sur notre site internet, donc plutôt des ressources autour de la promotion de la bientraitance pour avoir des espaces d'échange et de questionnement autour des pratiques de bientraitance. Et puis par ailleurs, on a aussi des outils de sensibilisation qui ont été réfléchis et pensés en partenariat avec les patients, notamment pour parler de l'intimité. Donc, c'est une BD, notre collection de BD Histoire de patients. On a un tome spécifiquement sur le sujet de l'intimité. On a aussi des supports type affiches, flyers, que les établissements peuvent mobiliser, notamment pour partager avec les patients sur la place et le rôle qu'ils ont dans les soins, à la fois sur un volet administratif en termes de besoins de documentation administrative, mais aussi du oser dire et de l'espace de parole qu'ils peuvent mobiliser pour parler de leurs droits. Et puis, bien entendu, je ne la présente plus, on a notre communauté de pratique partenariat entre usagers et professionnels qui réfléchit et notamment mobilise l'expérience des patients, l'expérience des professionnels pour produire des outils et ressources. Et pour finir, c'est un outil qui avait été fait dans le cadre de la certification à l'époque V2014, donc ça remonte à quelques années. On avait produit un outil d'aide à l'analyse de processus, notamment sur le processus de gestion des droits des patients, qui est en dehors de la référence aux critères du manuel de certification, est complètement applicable et peut être utilisé aussi pour se questionner sur les organisations qui sont mises en place au niveau institutionnel sur la thématique de la gestion des droits des patients. Donc, l'ensemble de ces ressources sont accessibles sur le site internet de Calirel et sont aussi partageables entre professionnels et représentants d'usagers. Je crois que Antoine met dans le chat quelques éléments pour que vous puissiez retrouver les liens d'accès. Alors, on arrive à la fin de ce 45 minutes. Alors, on a fait 50 minutes pour être complètement honnête. Sur cette fiche pédagogique, juste pour finir, vous retrouvez les références bibliographiques qui ont été utilisées par la HAS pour élaborer la fiche pédagogique. On a pris pour habitude de la compléter de notre côté avec le support de présentation d'aujourd'hui, et puis des ressources et outils qui ont été cités tout au long de ce 45 minutes. Donc, on vous fera un mail retour où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments. Avant de se quitter complètement, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, probablement pour un grand nombre d'entre vous, à 17h, puisqu'on abordera la fiche pédagogique sur l'évaluation de l'engagement des patients usagers, où Madame Chouanet, et on l'en remercie grandement, sera aussi présente à nos côtés, et avec Clémence Rose de France Asso Santé. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas avec nous cet après-midi, on vous rappelle que le vendredi 10 décembre, on a la web rencontre régionale autour de la certification pour la qualité des soins, qui est co-organisée par Calirel, l'ARS, France Asso Santé et la Haute Autorité de Santé.